faut d'abord savoir que la nature, aussi bizarre que ça paraisse, c'est une idée qui est née en ville et pas dans la nature. C'est à partir de la ville que s'est défini le contraste qui a fait apparaître la notion de nature. Et c'est daté historiquement, puisque en Europe, la notion de nature apparaît vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, chez les présocratiques, mais ces gens-là ne vivaient pas n'importe où, ils vivaient en ville, par exemple à Milet. Milet, qui est la ville où on a inventé l'urbanisme, comme dit la tradition. Donc c'est par rapport à ça, c'est-à-dire à ce qui n'était pas la ville, que la nature s'est définie. Comme initialement, l'espace sauvage, comme auparavant, l'espace sauvage s'était défini à partir de l'espace cultivé, la campagne. Parce que quand il n'y a pas de campagne, il n'y a pas d'espace sauvage. On habite simplement sur Terre. Donc à partir de là, naissance de l'espace sauvage vu d'un regard venant des campagnes, et par la suite, vu d'un regard venant de la ville, définition de ce qui n'est pas la ville, et cet espace qui non urbain, eh bien, on y a confondu de plus en plus et la campagne et la forêt. Très curieusement. C'est-à-dire que pour un citadin d'aujourd'hui, quand il va à la campagne, il est content parce qu'il voit la nature. La nature en ville. Initialement, quand on avait ce qui était le cas sur le continent, plutôt que dans des pays insulaires comme la Grande-Bretagne ou le Japon, sur le continent, les villes étaient très étroitement encloses de remparts. Il n'y avait pas beaucoup de place. Enfin, il y en avait un peu, mais pas beaucoup pour qu'on y trouve des bois, etc. Il y avait un peu de champs, mais pas beaucoup. Eh bien, à partir de cet espace restreint, évidemment, le contraste était très fort, d'autant plus qu'il y avait des murailles entre les deux, entre la ville et ce qui n'était pas la ville. Mais à partir de la fin du XVIIIe siècle, et surtout au XIXe, on a fait sauter les remparts, ce qui a permis un étalement progressif, un déversement progressif de la ville sur sa banlieue, ce qui est devenu la banlieue au sens d'aujourd'hui. Et ce mouvement s'est amplifié au XXe siècle jusqu'à devenir ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbain diffus. Dans l'urbain diffus, c'est une société citadine qui habite sur tout le territoire, sociologiquement. Soit parce qu'on a des résidences secondaires ou tertiaires, etc., mais soit aussi que il y a des gens qui ont choisi d'habiter pour leur résidence principale à la campagne, et bon, qui font les déplacements quotidiennement ou qui ont un pied-à-terre, c'est une autre question. Donc, dans ce cas-là, si tout le territoire est devenu l'urbain, vous voyez que ça fait une large définition pour la nature en ville. Par exemple, au Japon, où d'abord les villes n'ont pas eu de remparts, sauf de rares exceptions, donc elles ont été beaucoup moins nettement définies par rapport à leur entourage. Et d'autre part, on est dans une terre non chrétienne d'origine, avec une religion autochtone qui est le shintoïsme, qui est de nature animiste, avec des bois sacrés, des bois qui, étant sacrés, n'ont jamais été coupés, en principe, ce qui fait que, en pleine ville, vous avez encore des reliques de la couverture forestière originelle, c'est-à-dire même pas secondaire, en principe, en pleine ville. Et on en a planté aussi. Par exemple, on a planté au centre de Tokyo, autour de ce qui est devenu le palais impérial après avoir été le palais du shogun, on a planté un bois qui est comme un bois sacré, puisque c'est le bois de l'empereur, il est au centre de la capitale, mais c'est un énorme bois. Je ne sais plus quelle est sa superficie, mais c'est de l'ordre du bois du bois de Vincennes, à peu près, grosso modo, c'est le même ordre de grandeur, au centre d'une ville de plus de 30 millions d'habitants.
La nature, nous autres citadins avons fini par l'idéaliser à la suite d'une très longue histoire et la rechercher, et c'est justement un des facteurs importants qui ont fait que nous avons idéalisé la maison individuelle au plus près de la nature. À côté de diverses causes d'ordre économique, technique, etc., la motivation fondamentale de l'urbain diffus, c'est que les gens veulent habiter près de la nature ou au sein même de la nature. Or, ce mode de vie, en termes écologiques, cette fois-ci, et non pas paysager, en termes écologiques, c'est celui qui a l'empreinte écologique la plus disproportionnée sur la planète. Vraiment insoutenable. C'est-à-dire, ça ne pourra pas durer longtemps, à ce train-là. Pour un Californien, la Californie est une terre aride. Ça veut dire avoir des golfs, avoir des pelouses, avoir des piscines, quasiment en plein désert. Chacun dans sa vaste parcelle. C'est à ce genre d'absurdité, c'est-à-dire c'est absurde dans la mesure où la quête de la nature détruit la nature. La quête de la nature, entre guillemets, détruit la nature en termes écologiques. Ce que nous avons à faire, c'est d'abord être plus raisonnable. Ça, on connaît aujourd'hui divers moyens de le devenir, plus raisonnable, mais aussi d'aller au-delà de l'état actuel de nos comportements, de nos idées. L'humanité n'a jamais cessé d'aller au-delà, et cette fois-ci d'aller au-delà dans un sens où notre mode de vie sera davantage compatible avec la biocapacité de notre planète. Le pire ennemi, c'est la réduction à des recettes passe-partout et mécaniques. Ça, c'est du mécanicisme. Alors que la réalité humaine, et d'ailleurs la réalité de la nature aussi, c'est d'avoir toujours inventé des solutions différentes de manière contingente au cours de l'histoire. Histoire naturelle, puis histoire humaine. Voilà, donc faisons confiance aux uns et aux autres pour trouver des solutions originales. Ça va de la biodiversité, pour ce qui est des espèces vivantes, à la diversité des cultures, pour ce qui est de l'espèce humaine.